Le professeur Stéphane Méné jeta un regard dédaigneux sur le pull déchiré de l'élève et pointa du doigt le fond de la classe. Là-bas. Je ne veux aucune distraction. Lucas traversa la salle sous les rires étouffés. Ses vêtements empestaient la fumée de bois. Ses chaussures étaient trouées. Pendant une année entière, aucune question ne lui fut adressée, aucun regard ne croisa le sien. Jusqu'à ce que le concours général arrive. Le score le plus élevé du pays ne provint pas des uniformes immaculés, mais de là où l'on s'y attendait le moins. Restez jusqu'à la fin, car c'est une histoire qui mérite d'être entendue. Lucas Perrin avait 12 ans lorsqu'il découvrit que le talent ne suffisait pas. Il vivait dans les hauteurs des montagnes d'Auvergne, dans une vieille maison de campagne en bois et en zinc, où le vent sifflait à travers les fissures et où la pluie martelait le toit comme 1000 tambours furieux. Il ne se plaignait pas du froid ni du sol en terre battue, il se plaignait du bruit. Quand il pleuvait, il n'arrivait pas à se concentrer sur les chiffres. Il avait développé un système, il attendait que sa mère et sa sœur dorment, allumait une bougie et écrivait en lettres minuscules pour économiser le papier. Chaque feuille était un trésor, chaque centimètre de graphite un investissement. Son père lui avait appris cela avant de mourir. Jean Perrin travaillait dans les mines de charbon de Saint-Étienne. C'était un homme qui voyait des mathématiques partout, dans la courbe de la rivière descendant la montagne, dans l'angle exact qu'une poutre devait avoir pour soutenir un tunnel, dans la spirale parfaite des feuilles tombant en automne. « Fiston, les chiffres ne sont pas dans les livres, » lui disait-il en marchant dans la forêt. Ils sont là dehors, dans la chute de l'eau, dans la croissance des arbres. Celui qui apprend à voir les motifs comprend le monde. Lucas avait hérité de cette vision. Là où d'autres voyaient une montagne, il voyait des équations de pente. Là où d'autres voyaient de la pluie, il voyait des distributions de probabilités. Un soir, j'en ai pas rentré. L'effondrement dans le tunnel 7 avait emporté 17 hommes. Lucas avait 9 ans. La seule chose qui lui restait de son père était un crayon jaune avec une gomme rose, acheté la veille avec les dernières pièces de son salaire. L'éducation est le seul chemin. Ce furent ses dernières paroles. Promets-moi que tu n'arrêteras jamais d'apprendre. Lucas le promit. 3 ans plus tard, une lettre du ministère de l'Éducation nationale arriva dans les montagnes. Sur 5000 candidatures, Lucas avait obtenu le 2e meilleur score pour une bourse au lycée Blaise Pascal. La bourse ne couvrait que les frais de scolarité. Sa mère vendit son alliance pour acheter un uniforme d'occasion. Le pull venait d'un cousin éloigné. Les chaussures étaient 2 pointures trop grandes, rembourrées avec du papier journal. Le premier jour, Lucas marcha 3 heures et arriva en sentant la fumée de bois. Le lycée Blaise Pascal était un monde de couloirs étincelants et de parents en voitures importées. Lorsque Lucas entra, certaines filles se bouchèrent le nez. Certains garçons rirent. La salle 4B était au 2e étage. Lorsqu'il arriva, le cours avait déjà commencé. Le professeur Stéphane Méné écrivait des équations au tableau. Il avait 52 ans, les cheveux gris et 20 ans d'expérience à former des champions d'Olympiade. Méné se retourna quand Lucas frappa à la porte. Ses yeux parcoururent l'enfant de haut en bas, mais quand ils arrivèrent aux chaussures trouées, quelque chose d'étrange se produisit. Le professeur toucha sa cravate, l'ajustant nerveusement, bien qu'elle fût parfaitement nouée. Sa mâchoire se tendit de manière presque imperceptible. Ce n'était pas du mépris qui traversa son visage. C'était quelque chose de plus profond, de plus inconfortable, comme quelqu'un voyant un fantôme qu'il croyait enterré. « Le boursier rural », dit-il. Sa voix sonna plus âpre que d'habitude. « Oui, monsieur. Lucas Perrin. Vous êtes en retard. J'ai marché 3 heures, monsieur. » Méné détourna le regard vers la fenêtre une seconde. Quand il regarda de nouveau Lucas, il avait construit un masque d'indifférence professionnelle. La ponctualité est la première exigence de l'excellence. « Asseyez-vous là », dit-il en pointant le coin du fond, près de la fenêtre qui donnait sur les poubelles. Lucas marcha entre les rangées d'uniformes parfaits, s'assit sans dire un mot, sortit son cahier et un crayon de 8 cm. Ce que personne ne savait, c'est que Stéphane Méné revivait un souvenir qu'il avait passé 25 ans à essayer d'oublier. Un enfant avec des chaussures tout aussi trouées, une chemise lavée tant de fois qu'elle avait perdu sa couleur, la honte de ne pas appartenir à ce monde. Cet enfant, c'était lui. Et maintenant, ce Lucas Perrin était entré dans sa classe comme un miroir de tout ce que Méné avait enfoui sous des couches de diplômes, de prix et d'arrogance cultivée. Pendant le cours,
alors qu'il expliquait la factorisation, il posa une question rapide. L'expression x9 se factorise comment? Léo Villamizar, fils du maire, leva la main. X plus 3, facteur de x, 3, professeur. Correct. Depuis le coin, presque inaudible, une voix murmura, elle peut aussi s'exprimer comme des racines complexes si nous étendons le champ. Le silence fut instantané. Méné se tourna lentement. Lucas ne le regardait pas avec défi. Il regardait le tableau avec une curiosité authentique, comme quelqu'un qui voit des motifs invisibles pour les autres. C'était le même regard que Méné avait eu à cet âge avant d'apprendre à le cacher. « Comment t'appelles-tu » ? Lucas Perrin. « Monsieur Perrin, connaissez-vous la différence entre l'intelligence et la discipline » ? Non, monsieur. L'intelligence sans discipline est une rivière sans lit. Dans ma classe, nous suivons des méthodes éprouvées. Oui, monsieur. Méné retourna au tableau, mais ses mains tremblaient légèrement en écrivant. Cet enfant était dangereux, non pas parce qu'il menaçait son autorité, mais parce qu'il menaçait le mensonge sur lequel Méné avait construit toute sa vie. Lucas rangea son crayon sur son cœur, 8 centimètres de promesse. Il ne savait pas qu'il avait réveillé quelque chose chez le professeur qui les changerait tous les deux pour toujours. Les premières semaines révélèrent le véritable champ de bataille. Ce n'était pas la pauvreté contre la richesse. C'était l'ordre contre le chaos, la méthode contre l'intuition, et Lucas perdait. Le professeur Méné avait un système perfectionné pendant 25 ans. Chaque problème devait être résolu en suivant des étapes spécifiques. Chaque équation avait un chemin correct. Chaque réponse nécessitait un format exact, hypothèse, développement, vérification, conclusion. Lucas résolvait les problèmes dans sa tête. Il voyait les motifs avant de les écrire. Il sautait des étapes qu'il considérait évidentes. Il arrivait aux réponses correctes par des chemins qu'aucun manuel scolaire ne reconnaissait. Pour Méné, c'était un anathème. « Perrin, votre résultat est correct », dit le professeur un jour en rendant un examen. « Mais votre méthode est inacceptable. » -3 points. Lucas regarda la feuille. Il avait résolu le problème en 4 lignes. La méthode officielle en exigeait 12. Professeur, la réponse est la même. Les mathématiques ne sont pas seulement des réponses, Perrin. C'est de la discipline, de la rigueur, c'est démontrer que vous pouvez suivre un processus. N'importe quelle calculatrice peut vous donner un résultat. Ce qui fait de vous un mathématicien, c'est le chemin. Mais mon chemin est plus court. Votre chemin est un raccourci. Les raccourcis ne construisent pas des fondations, ils construisent des châteaux de sable. Lucas rangea l'examen sans discuter, mais ce soir-là, assis près du poêle, alors que la pluie frappait le toit de zinc, il repensa aux mots de Méné. Le professeur avait-il raison? Sa façon de penser était-elle un défaut et non une vertu? Le bruit de la pluie l'empêchait de se concentrer. Il avait pris l'habitude de se boucher les oreilles avec des chiffons humides pour amortir le son, mais ce soir-là, ça ne fonctionnait pas. Chaque goutte était un marteau contre sa concentration. Il regarda son cahier. Il restait 3 pages vierges. Il devait écrire en lettres microscopiques pour qu'elles durent jusqu'à la fin du mois. Sa mère ne pouvait pas acheter un autre cahier. L'argent suffisait à peine pour le pain et le lait. « Mon fils, pourquoi tu ne dors pas ?» Marie Perrin apparut à la porte, enveloppée dans une couverture élimée. Ses yeux avaient ce mélange d'amour et d'inquiétude que Lucas connaissait trop bien. « Je ne peux pas, maman. Je dois comprendre quelque chose. » « Quoi donc ? » ?»« Si je fais les choses mal. » Marie s'assit près de lui. Le feu du poêle projetait des ombres dansantes sur son visage fatigué. « Pourquoi dis-tu ça ? » Le professeur dit que mes méthodes sont incorrectes, que j'ai besoin de discipline, que mes raccourcis ne servent à rien. Et tes réponses ? Correct, toujours correct. Marie sourit. C'était le sourire de quelqu'un qui avait appris plus de la vie que de n'importe quel livre. Ton père m'a raconté une fois une histoire sur les ingénieurs de la mine. Ils arrivaient avec leur diplôme et leur manuel, disant exactement où creuser. Mais les vieux mineurs, ceux qui passaient des décennies sous terre, savaient des choses qu'aucun manuel n'enseignait. Ils savaient quand une roche allait céder, quand l'air changeait, quand il fallait courir. Et tu sais quoi ? Les ingénieurs qui écoutaient les vieux vivaient plus longtemps.
Lucas assimila l'histoire en silence. Le professeur croit que son manuel est le seul chemin. C'est peut-être le cas pour lui, mais tu n'es pas lui, mon fils. Tu vois des choses que les autres ne voient pas. Ce n'est pas un défaut, c'est un don. Tu dois juste apprendre quand l'utiliser et quand le garder pour toi. Cette nuit-là, Lucas prit une décision stratégique. Pour les examens, il suivrait la méthode de Méné à la lettre. Chaque étape documentée, chaque processus visible, chaque format respecté. Il donnerait au professeur exactement ce qu'il demandait. Mais dans son cahier privé, il continuerait d'explorer ses propres chemins, il continuerait de chercher les raccourcis, il resterait lui-même. C'était une guerre sur deux fronts, public et privé, survie et vérité. Les semaines suivantes, ses notes s'améliorèrent, non pas parce qu'il comprenait mieux, mais parce qu'il avait appris à traduire sa pensée dans la langue de Méné. C'était comme écrire un poème et ensuite le transformer en prose bureaucratique. Mais le professeur remarqua quelque chose. « Perrin, votre dernier examen était impeccable », dit Méné un jour avec un ton presque soupçonneux. Méthode parfaite. Processus clair. Qu'est-ce qui a changé? J'ai appris à suivre les règles, professeur. Méné l'étudia les yeux plissés. Il y avait quelque chose dans la réponse qui ne lui plaisait pas. Une soumission trop parfaite, une obéissance qui sentait la stratégie. Les règles existent pour une raison, Perrin. Je sais, professeur. Vous le savez ou vous faites juste semblant de le savoir? Lucas soutint son regard sans ciller. Y a-t-il une différence si le résultat est le même? Pendant un instant, quelque chose traversa le visage de Méné. Ce n'était pas de la colère, c'était de la reconnaissance. La reconnaissance inconfortable que cet enfant aux vêtements usés jouait à un jeu plus complexe qu'il n'y paraissait. Retournez à votre place, Perrin. Lucas obéit, mais tous deux savaient que la conversation n'était pas terminée. Au fond de la classe, Léo Villamizar observait l'échange avec intérêt. Cela faisait des semaines qu'il étudiait le boursier rural. Au début, il l'avait méprisé comme tous les autres, mais il y avait quelque chose chez Lucas qui l'inquiétait. Ce n'était pas son intelligence. Léo connaissait des gens intelligents. Son père, le maire, s'entourait de conseillers brillants. C'était son calme, cette capacité à absorber les humiliations sans se briser, cette façon d'avancer comme si les insultes étaient de la pluie glissant sur la pierre. Léo n'avait pas ce calme. Léo vivait terrorisé. Chaque soir, son père passait en revue ses notes. Chaque point perdu était un sermon. Chaque seconde place était un échec. Le nom Villamizar n'acceptait pas la médiocrité. Si tu n'es pas le meilleur, tu n'es rien, lui répétait son père. Cette famille n'élève pas des perdants. Léo prenait des cachets pour dormir, des cachets pour l'anxiété, des cachets que le médecin de famille prescrivait sans trop poser de questions. Et maintenant, cet enfant des montagnes menaçait sa position. Si Lucas continuait de s'améliorer, si ses notes continuaient de grimper, que dirait Léo à son père? Ce n'était pas de la haine qu'il ressentait envers Lucas, c'était de la peur pure et distillée. Et la peur, comme Lucas allait bientôt le découvrir, était plus dangereuse que la cruauté. L'incident des toilettes changea tout ce que Lucas croyait comprendre. C'était un jeudi d'octobre, quelques minutes avant l'examen mensuel le plus important du semestre. Lucas était arrivé tôt pour la première fois grâce à un voisin qui l'avait déposé avec sa Renault 4. Le lycée était presque vide. Il décida d'aller aux toilettes avant que les autres n'arrivent. Quand il poussa la porte, il entendit quelque chose qui l'arrêta net. Quelqu'un vomissait. Ce n'était pas le bruit occasionnel d'une maladie. C'était quelque chose de plus violent, de plus désespéré. Les spasmes étaient accompagnés de sanglots étouffés. Il jeta un coup d'œil prudent. Léo Villamizar était agenouillé devant la cuvette, son uniforme impeccable maintenant taché, ses cheveux collés au front par la sueur. Il tremblait de la peur de celui qui affronte quelque chose de pire que n'importe quel examen. Près du lavabo, un flacon de pilules ouvert. Léo leva les yeux. Ses yeux, habituellement pleins d'arrogance, étaient rouges, vides, vaincus. Si tu racontes ça à quelqu'un, je te détruis. Ce n'était pas une menace, c'était une supplique déguisée. Lucas aurait dû partir. C'était le garçon qui se moquait de ses vêtements, qui menait les rires quand il passait, qu'il appelait le « crevard » dans les couloirs. Mais Lucas vit quelque chose que les autres ne pouvaient pas voir.
Il vit les motifs, la même courbe de désespoir qu'il avait vue chez sa mère après la mort de son père. Le même tremblement de celui qui porte un poids trop lourd. « C'est quoi le problème ?» demanda-t-il. « Quoi ? » L'examen. « Quelle partie tu ne comprends pas ?» Léo le regarda comme s'il lui avait parlé dans une autre langue. « Pourquoi ça t'intéresse ? » ?»« Ça ne m'intéresse pas. Mais si tu échoues, ton père va te rendre la vie impossible. Et si ta vie est impossible, tu vas me rendre la vie impossible. Donc techniquement, ça m'arrange que tu réussisses. » La logique était si absurde que Léo faillit sourire. « Les dérivés ?» admit-il finalement. « Je ne comprends pas les dérivés. » Lucas regarda sa montre. Il restait 40 minutes. « Assieds-toi. » Ce qui suivit fut le cours le plus étrange que les deux aient jamais vécu. Lucas expliqua les dérivés en utilisant l'eau du lavabo. Comment la vitesse du jet changeait selon l'ouverture du robinet. Comment la courbe de l'eau qui tombait était exactement une parabole que l'on pouvait mesurer. « Mon père m'a appris que les maths sont partout, » dit Lucas. « Pas dans les livres, dans le monde réel. » Léo écoutait avec une attention sincère, sans masque, sans arrogance. Quand la cloche d'avertissement sonna, ils se regardèrent. « Ça n'est jamais arrivé, » dit Léo. « De quoi tu parles ?» Léo comprit, il hocha la tête. L'examen commença 1 heure plus tard. Lucas termina en la moitié du temps, comme toujours, mais cette fois il observait Léo du coin de l'œil. Il vit que ses mains ne tremblaient plus, qu'il résolvait les dérivés en utilisant la méthode de l'eau. Quand Méné annonça les résultats, Lucas obtint le score le plus élevé, mais la 2e place revint à Léo Villamizar, sa meilleure note en mathématiques de toute l'année. Le maire appela ce soir-là pour féliciter son fils. Pour la première fois depuis des mois, Léo ne reçut pas de sermon. Et ainsi commença le pacte le plus étrange du lycée Blaise Pascal. Chaque mardi et jeudi, avant l'ouverture de la bibliothèque, Lucas et Léo se réunissaient dans les toilettes du 3e étage, l'endroit le plus improbable pour une alliance, le seul endroit où personne ne viendrait les chercher. Lucas enseignait, Léo apprenait, mais en public rien ne changeait. Léo continuait de se moquer de Lucas dans les couloirs, continuait de mener les rires, continuait d'être le fils du maire qui ne pouvait pas être vu avec le boursier rural. « Pourquoi tu continues de m'aider ?» demanda Léo un jour, sincèrement confus. « Je te traite comme une ordure devant tout le monde. » Lucas réfléchit à la question. « Parce que je peux voir la différence entre qui tu es et qui tu prétends être. Et parce que mon père m'a appris qu'aider quelqu'un ne dépend pas de si cette personne le mérite, cela dépend de qui tu veux être, toi. » Léo ne répondit pas, mais quelque chose changea dans son regard. Les semaines passèrent, les notes de Léo montèrent régulièrement. Le maire était fier, les professeurs étaient impressionnés. Personne ne soupçonnait la vérité, et Lucas portait un secret qui le rendait plus fort que n'importe quelle insulte. Car chaque fois que Léo se moquait de lui en public, Lucas savait quelque chose que personne d'autre ne savait. Le prince du lycée dépendait du mendiant pour garder sa couronne. Cette ironie était son armure silencieuse. Un jour, après une session d'études particulièrement intense, Léo dit quelque chose d'inattendu. « Mon père n'est pas mort, mais parfois j'aimerais qu'il le soit. » Lucas ne répondit pas. Certaines confessions étaient trop lourdes pour des mots. « Tu as perdu le tien, » continua Léo. « Et pourtant tu n'es pas brisé. Nous sommes tous brisés, Villamizar. La différence, c'est ce que nous faisons des morceaux. » Le silence qui suivit n'était pas hostile. C'était le silence de 2 personnes qui avaient vu l'humanité de l'autre sans permission. Ils ne devinrent pas amis. La distance sociale était trop grande, mais quelque chose avait fondamentalement changé. Lucas avait découvert que la véritable force n'était pas de vaincre ses ennemis, mais de les transformer en quelque chose que ni eux-mêmes n'attendaient. Et cela était plus puissant que n'importe quel examen. Novembre apporta le premier véritable échec de Lucas. Il avait été sur une lancée parfaite pendant des semaines, mais le problème 37 le détruisit. Méné l'avait posé comme défi supplémentaire, une équation différentielle du second ordre avec des conditions aux limites non linéaires. Celui qui le résout aura des points supplémentaires et ma recommandation pour les Olympiades, avait annoncé le professeur. Lucas copia le problème et commença à travailler. Normalement, les chiffres lui parlaient. Quand il voyait une parabole, il voyait la courbe de l'eau tombant du toit en zinc. Quand il voyait une exponentielle,
il voyait comment les fourmis se multipliaient dans le sucre. Quand il voyait une intégrale, il voyait la surface des champs qu'il traversait. Mais ce problème était différent. Les motifs n'apparaissaient pas. C'était comme regarder un ciel sans étoiles. Pendant le cours, il n'arriva à rien. Chaque chemin menait à une impasse. Ce soir-là, près du poêle, il essaya de nouveau. Son crayon bougeait avec une frustration croissante. Il raya une approche, en essaya une autre, raya de nouveau. La pluie frappait le toit comme 1000 tambours furieux. Le bruit ne le laissait pas penser. « Tais-toi » murmura-t-il au ciel. Il continua de travailler. 1 heure, 2, 3, rien. Le feu s'éteignit. Sa mère et sa sœur dormaient. Il ne restait que lui, sa bougie sur le point de se consumer et un problème qui se moquait de toutes ses tentatives. Pour la première fois depuis des années, Lucas ressentit de l'impuissance. Son esprit était son refuge, son arme, son seul avantage, et maintenant il échouait. « Je ne peux pas » chuchota-t-il. « Je ne peux pas le faire. » Il regarda le crayon dans sa main. 6 centimètres, le cadeau de son père. Et si la promesse était un mensonge? Et s'il y avait toujours un problème qu'il ne pourrait pas résoudre? Il leva le crayon au-dessus des cendres du poêle, où il restait encore un peu de chaleur. Ce serait facile de le laisser tomber, de brûler la promesse avec le bois. « Mon fils ?» Marie était à la porte, à peine visible dans l'obscurité. « Il est 3 heures du matin. »« Que fais-tu ?»« Rien, maman. »« Un problème du lycée. » Marie s'approcha, vit le cahier plein de ratures, vit le crayon suspendu au-dessus des cendres. Elle vit les yeux humides de son fils. Elle s'assit près de lui sans rien dire. Elle regarda le problème sur le papier comme si elle pouvait le comprendre. « Explique-moi. »« Tu ne comprendrais pas, maman. Ce sont des mathématiques avancées. Explique-le-moi comme si j'étais une enfant. » Lucas soupira. Quel sens cela avait-il? Mais il commença. Il convertit les équations en mots, les symboles en images. C'est comme trouver le niveau exact de l'eau dans une rivière qui monte et descend en même temps. Et la rivière change de forme selon la quantité d'eau qu'elle contient, et tu dois prédire où elle sera à n'importe quel moment. Marie écouta en silence. Puis elle demanda, la rivière change-t-elle toujours de la même façon? Non, c'est ça le problème. Elle change selon des règles qui changent aussi, et tu ne peux pas la diviser. Regardez quand elle monte, puis quand elle descend et ensuite assembler les parties. Lucas ouvrit la bouche pour expliquer pourquoi cela ne fonctionnait pas, mais il s'arrêta. La diviser. Soudain, il vit quelque chose. Pas des chiffres sur le papier. Il vit la vraie rivière, celle qu'il traversait chaque matin pour aller au lycée. Comment elle se divisait en 2 bras quand elle rencontrait un gros rocher, comment chaque bras suivait son propre chemin, comment il se rejoignait après le rocher. C'était ça le problème. Il avait besoin d'un rocher. S'il séparait les conditions aux limites en régions positives et négatives, s'il traitait chaque région comme une rivière différente, s'il utilisait ensuite le rocher comme point de jonction. Il prit le crayon, le même qu'il avait été sur le point de brûler, et commença à écrire. Les chiffres n'étaient plus des chiffres, ils étaient de l'eau. Le papier n'était plus du papier, c'était la vallée où il avait grandi. Les équations n'étaient plus des symboles abstraits, elles étaient le langage secret que son père lui avait appris à voir. À 5 heures du matin, il avait la réponse. Ce n'était pas élégant. Ce n'était pas la méthode que Méné approuverait. C'était fragmenté, intuitif, construit à partir du monde réel, mais ça fonctionnait. Lucas regarda sa mère endormie contre le mur de bois. « Merci, maman » murmura-t-il. Elle lui avait donné le rocher. 2 jours plus tard, il remit sa solution. Méné la révisa en fronçant les sourcils. Seuls Lucas et Enzo Delgado étaient arrivés à une réponse finale. Celle d'Enzo suivait la méthode standard, mais comportait une erreur de signe. Celle de Lucas était hétérodoxe, presque laide, mais correcte. « Votre méthode est peu conventionnelle » dit Méné. « Mais elle fonctionne, professeur. » Méné regarda Lucas d'une manière différente, non pas avec mépris, mais avec quelque chose ressemblant à une reconnaissance involontaire. « Elle fonctionne. » Cette fois, il n'y eut pas de félicitations,
Mais Lucas avait appris quelque chose de plus précieux que n'importe quel point. Il avait appris que même les génies bloquent, que la sagesse vient parfois de ceux qui n'ont jamais ouvert un livre, et que voir le monde comme son père le lui avait appris était son véritable super-pouvoir. Le crayon restait intact, la promesse restait vivante. Décembre arriva avec la cérémonie de reconnaissance et une leçon sur le véritable coût du succès. Lucas avait maintenu la moyenne la plus élevée pendant 3 mois consécutifs. Mathématiquement, il devait recevoir la médaille d'or. Le jour de la cérémonie, sa mère fit le voyage de 3 heures. Marie avait vendu des œufs pendant une semaine pour payer le billet de TER. Elle mit sa seule robe présentable. Elle marcha les derniers kilomètres avec des chaussures qui lui blessaient les pieds. Quand elle arriva à l'auditorium, certains parents la regardèrent avec gêne. Cette femme de la campagne n'avait pas sa place parmi les entrepreneurs et les politiciens, mais Marie garda la tête haute. Elle n'était pas venue pour impressionner, elle était venue pour voir son fils. Lucas la trouva dans le public. Il ressentit un mélange de fierté et de terreur. Et si on ne l'appelait pas? Le proviseur commença les discours. Le maire Villamizar parla de former des leaders. Méné parla de discipline. Lucas écoutait à peine, il observait les motifs de la salle, comment les familles riches se regroupaient devant, comment les rares boursiers restaient derrière, comment l'espace physique reflétait la hiérarchie sociale comme une équation parfaite. Les reconnaissances de la classe 4B, annonça le proviseur. Professeur Méné. Méné monta sur scène. L'excellence ne se mesure pas seulement aux notes, commença-t-il. Elle se mesure à l'engagement institutionnel, à la représentation. Lucas reconnut le langage. C'étaient les mots qui précédaient l'injustice. La médaille d'or est pour un étudiant qui représente les valeurs du lycée dans leur totalité. Il fit une pause. Léo Villamizar. Applaudissements. Le maire se leva. Léo monta avec un sourire répété. Lucas chercha les yeux de sa mère. Marie ne regardait pas la scène, elle le regardait lui. Son expression n'était pas de la déception, c'était de la reconnaissance, d'une vérité qu'ils connaissaient tous les deux. Le système n'était pas conçu pour eux. Médaille d'argent pour Chloé Restrepo, bronze pour Enzo Delgado. Le nom de Lucas ne fut pas prononcé. Pendant les applaudissements, Lucas observa Léo sur scène. Le garçon qui dépendait de lui en secret pour maintenir ses notes, le prince qui avait besoin du mendiant. Leurs regards se croisèrent une seconde. Léo détourna les yeux. Après la cérémonie, Lucas et sa mère marchèrent vers la sortie. « Mon fils. Tu n'as rien à dire, maman ? » ?»« Si, j'ai à dire. » Marie l'arrêta, ses mains rugueuses prenant les siennes. « Tes notes sont les plus hautes. Ça, ils ne peuvent pas le changer. Les prix sont à eux. Le savoir est à toi. Je me suis efforcé toute l'année. Et tu crois que cela se perd parce qu'ils ne t'ont pas donné un bout de métal brillant ? » Lucas assimila les paroles. Il vit le motif. Les prix étaient comme l'eau de la rivière. Il coulait là où le terrain le permettait, et le terrain ici était incliné vers les riches. Mais l'eau trouvait toujours un autre chemin. Le concours général, dit-il. C'est quoi ? Dans 6 mois. C'est noté par le ministère. Peu importe qui est ton père ni combien d'argent tu as, seules les réponses comptent. Marie sourit. Voilà mon fils. Sur le chemin du retour, alors que le TER montait à travers les collines, Lucas planifiait. 6 mois, 180 jours. Chaque heure aurait un but. Le concours général était une rivière sans rochers artificiels, sans terrains inclinés par l'argent. L'eau arriverait là où elle devait arriver, et Lucas allait démontrer exactement jusqu'où pouvait aller un enfant des montagnes. Quand ils arrivèrent à la maison, il sortit son cahier et commença. Il n'étudiait pas les chiffres comme des symboles morts. Il les étudiait comme son père le lui avait appris, comme le langage secret de l'univers. Chaque équation était une rivière, chaque variable était un rocher, chaque solution était le chemin que l'eau trouvait inévitablement. Les autres étudiants mémorisaient des formules. Lucas apprenait à voir. C'était la différence que personne ne comprenait, et ce serait son avantage. Son crayon mesurait 5 cm, il fallait que cela suffise. Les mois suivants, Lucas perfectionna sa façon de voir le monde. Il n'étudiait pas les mathématiques, il étudiait les motifs.
L'univers entier était son manuel scolaire. Il divisa sa journée en blocs précis. Les heures avant l'aube, quand la maison était dans un silence absolu, étaient pour les problèmes complexes. Les marches de 3 heures vers le lycée se transformèrent en sessions d'observation. Il mémorisait des formules pendant que ses yeux suivaient la courbe des rivières, l'angle des arbres, la spirale des nuages. Tout était mathématique, il fallait juste apprendre à le voir. La médiathèque municipale devint sa seconde maison. Monique, la bibliothécaire, avait remarqué cet enfant des années auparavant. Il demandait des livres qu'aucun autre étudiant ne réclamait. Un jour, elle lui remit quelque chose de spécial. J'ai trouvé ça dans un carton au sous-sol. C'était un manuel soviétique de 1962 sur la résolution de problèmes, aux pages jaunies qui sentaient l'histoire. Lucas le lut en 3 nuits. Le livre n'enseignait pas les mathématiques conventionnelles, il enseignait à penser. Chaque chapitre montrait comment aborder des problèmes impossibles sous des angles inattendus. C'était exactement ce que Lucas faisait naturellement, mais systématisé. Un soir, alors qu'il étudiait près du poêle, sa jeune sœur s'approcha. « Qu'est-ce que tu fais ?»« Des maths. »« Je peux voir ?» Lucas lui montra le problème. Une intégrale complexe impliquant des fonctions trigonométriques. « Ça a l'air difficile, » dit la petite. « Tu sais ce que je vois, moi ? » « Quoi ?» Lucas pointa la courbe sur le papier. « Tu te souviens quand on jetait des pierres dans la rivière et qu'elles faisaient des ondes ? » « Oui. » « Cette fonction, c'est exactement ça, des ondes qui s'étendent. Si tu comprends les ondes de la rivière, tu comprends ça. » La petite regarda le papier avec des yeux nouveaux. « Tout est comme ça ? Les maths sont comme les choses réelles. Tout est comme ça. Papa me l'a appris. » Pendant ce temps, le lycée était devenu une formalité. Il assistait aux cours, remplissait les exigences minimales de Méné et disparaissait dans son monde d'études privées. Les sessions secrètes avec Léo continuaient chaque mardi et jeudi dans les toilettes du 3e étage. Un après-midi, alors qu'il expliquait les dérivées partielles, Léo posa une question inattendue. « Comment tu vois ces choses si vite ?» Lucas réfléchit à comment l'expliquer. « Tu connais le marché du village ? » « Non. Il y a un homme qui vend des légumes, il n'utilise jamais de calculatrice, mais il sait toujours exactement combien facturer. 10 kilos à 300, 3 à 100, 2 offerts. Il fait des maths sans le savoir. Et mon père était pareil. Il calculait les poutres pour les tunnels sans formule. Il regardait juste et il savait. J'ai hérité de ça. Je ne vois pas des chiffres. Je vois les choses que les chiffres décrivent. Léo le regarda avec quelque chose ressemblant à du respect. Ça doit être comme avoir des super-pouvoirs. Ce ne sont pas des pouvoirs, c'est de la pratique. N'importe qui peut apprendre à voir s'il arrête de ne regarder que les symboles. Même moi, même toi. Méné avait remarqué le changement chez Lucas, les notes parfaites mais sans participation, la présence physique mais l'absence mentale. Un jour, il le confronta. « Perrin, vous ne participez plus en classe. Vous m'avez dit de garder mes commentaires, professeur. Je les demande maintenant. Je n'ai pas de commentaires. Je maîtrise déjà la matière. » Méné l'étudia les yeux plissés. Quelque chose chez cet enfant l'inquiétait profondément. C'était comme se regarder dans un miroir montrant le chemin non emprunté. Le savoir sans humilité est dangereux. L'humilité sans savoir n'est que de l'ignorance acceptée. Le silence fut absolu. Méné s'approcha du coin. Quand il parla, sa voix était basse. « Qu'est-ce que vous faites, Perrin ? » « Je me prépare pour le concours général. Mes étudiants se préparent 3 semaines avant. Leur système fonctionne pour eux. Le mien fonctionne pour moi. Votre système. Un enfant qui étudie à la bougie croit avoir un meilleur système. Pas meilleur, différent. Je ne mémorise pas les chiffres. J'apprends à voir le monde. » Méné resta immobile. Ces mots résonnaient avec quelque chose d'enfoui très profondément. Lui aussi avait vu le monde ainsi, une fois, avant que la honte ne le transforme en ce qu'il était maintenant. La différence entre l'ambition et l'arrogance est très fine. « Je sais, professeur. Je marche sur cette ligne chaque jour. » Méné retourna devant la classe sans répondre, mais ce soir-là,
seul dans son bureau, il se retrouva à regarder une vieille photo, un enfant d'un quartier pauvre aux yeux brillants, un enfant qui voyait des motifs partout, un enfant qu'il avait décidé d'enterrer pour toujours. Et si Lucas était la preuve qu'il avait existé un autre chemin? Le doute, une fois planté, est difficile à éradiquer. L'incident du tableau définit le point de non-retour. Il manquait 3 mois pour le concours général. Méné organisa un examen blanc avec des conditions réelles. 32 étudiants, 2 heures, 10 problèmes. Lucas termina en 45 minutes. Il resta à regarder par la fenêtre pendant que les autres luttaient. Dehors, les nuages formaient des spirales qui suivaient la même fonction logarithmique qu'il avait résolue dans le problème 8. Quand le temps fut écoulé, Méné commença à corriger à voix haute. Problème 7. La majorité a eu des difficultés. C'est une intégrale triple avec changement de coordonnées. Il commença à écrire au tableau, étape par étape. 15 lignes jusqu'à la réponse. Des questions? Lucas leva la main. Perrin? On peut le résoudre en 6 lignes. Pardon? Il y a une méthode plus directe en utilisant la symétrie de l'intégrant. Le silence fut tendu. Vous êtes en train de me dire que ma méthode est fausse? Non, professeur. Je dis juste qu'il y en a une plus efficiente. Méné croisa les bras. Montrez-la. Lucas marcha vers le tableau. Il prit le marqueur, mais il ne vit pas de chiffres dans le problème. Il vit quelque chose de différent. Il vit le tunnel de la mine où son père était mort. Il vit comment les ingénieurs calculaient les volumes de roche. Il vit la symétrie parfaite des poutres qui soutenaient le toit. Son père lui avait expliqué une fois comment les mineurs vétérans savaient calculer les charges sans formule. Il regardait le tunnel et voyait le poids se distribuer comme de l'eau dans un vase. Lucas écrivit. Il identifia la symétrie que Méné avait ignorée. Il utilisa cette symétrie pour réduire l'intégrale triple à une double. Il appliqua une substitution directe inspirée par la façon dont l'eau trouve le chemin le plus court entre 2 points. 6 lignes. La même réponse. Quand il eut terminé, il se tourna vers Méné. Les mathématiques cherchent l'élégance, dit-il à voix basse. Le chemin le plus court vers la vérité est le plus vrai. Méné regarda les 2 solutions côte à côte, 15 lignes contre 6. La classe entière attendait sa réaction. Ce qui suivit surprit tout le monde. Méné ne cria pas, ne se défendit pas, il hocha simplement la tête. Correct. Votre méthode est valide. Puis il ajouta quelque chose d'inattendu et plus élégante. Lucas retourna à sa place. Quelque chose avait changé dans la dynamique de la classe. Le professeur infaillible avait admis qu'un enfant des montagnes avait trouvé un meilleur chemin. Après le cours, Chloé Restrepo s'approcha. Comment tu fais ça? Faire quoi? Voir les choses que personne d'autre ne voit. Lucas pensa à son père, au motif du tunnel, aux courbes de la rivière. Je ne vois pas des choses différentes. Juste, je n'arrête pas de regarder quand les autres abandonnent. Tu peux m'apprendre? C'était la première fois que quelqu'un lui demandait de l'aide sans qu'il l'offre d'abord. Pourquoi moi? Parce que Méné enseigne à suivre des règles. Toi, tu comprends pourquoi elles existent. Lucas pensa à Monique lui gardant des livres, à sa mère lui expliquant la rivière, à toutes les personnes qui l'avaient aidé. Demain, médiathèque municipale, 16 heures. Celle du village a de meilleurs livres. Chloé arriva le lendemain. Une semaine plus tard, elle amena Enzo. Un mois plus tard, il y avait 6 étudiants du lycée Blaise Pascal étudiant dans une bibliothèque poussiéreuse de montagne. Lucas leur apprenait à voir, pas à mémoriser. Il leur montrait comment une parabole était la trajectoire d'une pierre lancée, comment une exponentielle était la croissance de bactéries dans du violet. Comment une dérivée était la vitesse du vent changeant seconde après seconde. Il transformait des symboles morts en monde vivant. Monique observait depuis son bureau. Qui sont ces enfants? Demanda-t-elle un jour. Des camarades du lycée. Pourquoi viennent-ils ici au lieu d'étudier dans leur maison confortable? Lucas sourit. Parce qu'ici ils apprennent à voir, et ça, on ne l'enseigne dans aucun lycée de riches. Parmi les étudiants qui venaient chaque semaine, il y en avait un que personne ne connaissait, Léo Villamizar. Il ne venait pas avec les autres, il venait après, quand tous étaient partis.
Il restait 1 heure de plus. Il posait des questions qu'il n'osait pas poser devant les autres. Un soir, alors qu'il marchait vers la sortie, Léo dit, « Si mon père savait que j'étudie avec le boursier rural, qu'est-ce qui se passerait? Je ne sais pas. Il me tuerait probablement. Et pourquoi tu continues de venir? » Léo regarda vers les montagnes sombres. Parce que pour la première fois de ma vie, je comprends quelque chose pour de vrai. Je ne fais pas que mémoriser pour l'examen, je comprends. Lucas hocha la tête. C'est la seule chose qui compte. Et ils continuèrent de marcher en silence. 2 mondes qui n'auraient jamais dû se croiser, unis par quelque chose de plus fort que la classe sociale, la recherche de la vérité. À 2 mois du concours général, le professeur Méné fit quelque chose d'inattendu. Il convoqua Lucas dans son bureau après les cours. Ce n'était pas la première fois, mais quelque chose dans le ton de la convocation était différent, moins hostile, plus incertain. Lucas entra et s'assit sans attendre d'invitation. Il avait cessé de demander la permission depuis longtemps. Méné le regarda depuis derrière son bureau, entouré de diplômes et de trophées qui soudain semblaient plus petits. « Je vous ai observé, Perrin. »« Je sais, professeur. »« Vous le savez ? » ?»« Vous m'avez toujours observé. Avant avec mépris, dernièrement avec quelque chose de différent. »« Avec quoi ? » ?»« Je ne suis pas sûr. Peut-être de la curiosité. Peut-être de l'inquiétude. » »« De l'inquiétude. Pourquoi ? » Lucas considéra la réponse. « Pour ce que cela signifie si j'ai raison. » Le silence qui suivit fut long. Méné s'inclina dans sa chaise, ses yeux fixés sur l'étudiant qu'il avait essayé d'ignorer pendant 1 an. « Il y a 25 ans, commença le professeur, sa voix plus douce que d'habitude. Un enfant est arrivé à l'université avec un pantalon hérité de son père et une chemise qu'il avait lavée tant de fois qu'elle avait perdu sa couleur d'origine. » Lucas écouta en silence. Il savait que c'était important. Cet enfant venait d'un quartier où l'éducation était un luxe, pas un droit. Son père était maçon. Sa mère lavait le linge des autres. Personne dans sa famille n'avait terminé le lycée. Qu'est-il arrivé à cet enfant? Il a survécu. Il a appris à parler comme les riches, à s'habiller comme eux, à penser comme eux. Il a construit une carrière, une réputation, une identité complètement nouvelle, et il a enterré l'enfant pauvre. Méné le regarda avec une surprise sincère. « Comment le savez-vous ? » »« Parce que c'est ce que vous me demandiez de faire. Que je devienne quelqu'un d'autre, que j'enterre d'où je viens pour m'intégrer dans votre système. Et vous avez refusé. » »« J'ai refusé. » Un autre silence, celui-ci plus chargé. « Pourquoi ? » demanda Méné finalement. Ça aurait été plus facile. Moins de conflits, moins de résistance. Lucas sortit le crayon de sa poche, il mesurait maintenant 4 cm. Il le posa sur le bureau entre deux. Ce crayon, mon père me l'a donné avant de mourir. Il m'a dit que l'éducation était le seul chemin. Il ne m'a pas dit que je devais devenir une autre personne pour le parcourir. Méné regarda le crayon, un morceau de bois usé qui ne valait rien en termes matériels, mais qui contenait quelque chose que tout son succès n'avait pas pu acheter. J'ai commis une erreur avec vous, Perrin. Plusieurs, en réalité. Admis Méné. Je vous ai jugé sur ce que je voyais, pas sur ce que vous étiez. J'ai essayé de vous forcer dans un moule parce que c'était plus confortable que d'admettre que le moule était faux. Et maintenant? Maintenant je ne sais pas. Je ne sais pas quoi faire avec un étudiant qui me démontre que tout ce que je croyais savoir sur l'enseignement pourrait être faux. Lucas reprit le crayon et le rangea. Vous n'avez rien à faire, professeur. Le concours général est dans 2 mois. Après cela, nos chemins se séparent. Vous continuerez d'enseigner votre méthode. Je suivrai mon chemin. Et si je voulais faire quelque chose? Que voulez-vous dire? Méné se pencha en avant. J'ai enseigné à des centaines d'étudiants. Beaucoup sont allés dans de bonnes universités, certains ont gagné des prix, mais aucun ne m'a fait remettre en question si je faisais les choses bien. Vous, si. Ce n'était pas mon intention. Je sais, c'est pour cela que ça compte. Le professeur ouvrit un tiroir de son bureau et sortit un livre. Il était neuf, avec une couverture brillante. Il le poussa vers Lucas.
C'est le matériel officiel de préparation pour les Olympiades internationales de mathématiques. On ne le trouve pas en librairie, il est distribué uniquement aux écoles sélectionnées. Lucas regarda le livre sans le toucher. Pourquoi me le donnez-vous? Parce que votre méthode, cette approche intuitive que j'ai tant critiquée, est exactement ce que cherchent les juges des Olympiades. Élégance sur procédure, créativité sur mémorisation. Professeur, ne me méprenez pas. Je ne dis pas que vous aviez raison et que j'avais tort. La discipline reste importante. La méthode a sa place. Mais peut-être qu'il y a plus d'une façon d'arriver à la vérité. Lucas prit le livre. Il était lourd, plein de problèmes qui défieraient même les meilleurs. Merci, professeur. Ne me remerciez pas encore. Prouvez-moi simplement que je ne me suis pas trompé en vous le donnant. Lucas se leva pour partir. Perrin. La voix de Méné l'arrêta à la porte. Oui. Le concours général n'est pas noté par moi, mais si vous avez besoin de quelque chose, une lettre de recommandation, un contact dans une université. Ma porte est ouverte. C'était ce qui se rapprochait le plus d'une excuse que Stéphane Méné pouvait offrir, et Lucas le savait. Je le garderai à l'esprit, professeur. Il sortit du bureau avec le livre sous le bras. Quelque chose avait changé. Ce n'était pas de l'amitié. Ce ne le serait probablement jamais. Mais la guerre était terminée. Maintenant, il ne restait que la bataille finale, et Lucas avait 2 mois pour se préparer. Le jour du concours général, Lucas se leva avant l'aube, non pas par nervosité, mais par habitude. Son corps avait appris à fonctionner avec peu d'heures de sommeil. Son esprit était entraîné pour s'activer dans l'obscurité. Sa mère avait déjà préparé le petit déjeuner. Une baguette fraîche, des croissants et du café noir, un festin comparé au pain rassis habituel. C'est tout ce que j'ai pu trouver, mon fils. C'est parfait, maman. Ils mangèrent ensemble en silence. Le feu du poêle crépitait doucement. Dehors, les montagnes commençaient à s'illuminer avec les premiers rayons du soleil. Tu as tout? Lucas vérifia son sac à dos. Pièce d'identité, 2 crayons de rechange que Monique lui avait offerts et le crayon de son père, maintenant d'à peine 3 cm, rangé dans la poche de sa chemise. Tout. Marie s'approcha et prit son visage entre ses mains calleuses. Ses yeux brillaient de quelque chose qui allait au-delà de la fierté. Ton père m'a parlé de toi la nuit avant de mourir. Tu sais ce qu'il m'a dit? Non. Il m'a dit,